la suite avec l'analyse de la stratification sociale de Max Weber. Donc, alors déjà, essayez de ne pas vous mélanger les pinceaux entre Karl Marx, avec un R, hein, Marx, et Max Weber, qui sont bien deux personnes différentes. Essayez de ne pas vous faire de mix Marx-Weber, évidemment. Ce serait vraiment très bien. Donc, alors, pour le sociologue Max Weber, l'analyse de la structure sociale proposée par Karl Marx, est trop réductrice, car elle ne tient compte que de la place des individus dans la sphère productive comme source de différenciation. Rappelez-vous, la différenciation, c'est le fait que les individus se différencient de plus en plus les uns des autres, qu'ils sont différents les uns des autres, contrairement aux sociétés traditionnelles où les individus ont plutôt tendance à se ressembler beaucoup, d'accord? Où on valorise le fait de faire partie du groupe par la ressemblance des uns et des autres. Alors que dans les sociétés modernes, au contraire, ce qui est valorisé, c'est la singularisation des individus. C'est que chacun essaye d'être différent des autres. Donc, ça, c'est un fait sociologique, hein, de constater que les gens sont différents les uns des autres. Donc la critique que fait Weber à Marx, c'est de tenir compte que du métier, en fait, hein, ou de tenir compte uniquement de la sphère productive comme source de différenciation entre les gens. En fait, il y a d'autres critères qui sont dignes d'intérêt, d'après Weber, qui sont source de différenciation entre les gens et dont il faut rendre compte. Alors, donc je reprends ici. Donc cela veut dire qu'on ne se sert que du critère de la place dans le processus de production pour classer les individus dans différents groupes et ainsi rendre compte de la structure sociale et des inégalités qui la traversent. Alors vous ferez attention, quand je parle de Weber, je parle de place des individus dans le processus de production et pas de rapports sociaux de production, parce que rapports sociaux de production, c'est vraiment du vocabulaire typiquement marxien. Donc il faut essayer de ne pas mélanger les choses, même s'ils peuvent parler du même sujet. Il faut laisser le vocabulaire à Marx on prendra le vocabulaire de Weber quand ce sera son tour. Alors justement, c'est son tour. Weber propose une théorie de la stratification sociale fondée sur plusieurs critères de différenciation. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Donc son approche de la stratification sociale, alors il faut savoir, je fais une parenthèse tout de suite, que ce soit Weber ou que ce soit Marx, ils s'intéressent l'un et l'autre à ce qu'on appelle la structure sociale. La structure sociale, c'est d'où viennent les inégalités entre les groupes et qu'est-ce qui permet de décrire ces groupes. Voilà. Donc, ils étudient l'un et l'autre la structure sociale, mais on parlera s'agissant de l'analyse de Max Weber, plutôt d'une analyse de la stratification sociale. En fait, chez Marx, euh, la société, elle est surtout binaire, hein, on l'a vu, hein, prolétaire bourgeois. Donc il n'y a pas de, on va dire qu'il n'y a pas beaucoup de finesse dans l'analyse de Marx, dans le sens où c'est voilà, c'est 0 ou 1. Soit vous êtes ouvrier, prolétaire, soit vous êtes bourgeois. Chez Weber, lui, voilà, c'est un peu plus fin. Il fait une analyse en termes de couches. Voilà, il y a des différentes couches sociales qui sont plus ou moins dotées en en différents, en différentes ressources. C'est ce qu'on va voir juste après. Donc le fait de raisonner comme ça en termes de couches sociales et non pas en termes de groupes, de gros groupes bien définis. C'est ce qu'on appelle une analyse de stratification. La strate, c'est les couches, d'accord? Couches sociales. Donc son approche de la stratification sociale est une approche dite nominaliste. On en a parlé dans l'analyse de Marx tout à l'heure. Donc en disant que Weber, lui, il n'avait pas une analyse réaliste, mais il avait une analyse nominaliste. Alors de quoi s'agit-il? Weber range les individus dans les groupes, ou dans des groupes, selon des critères qui ne font pas forcément sens pour eux, c'est-à-dire eux les individus. Au contraire, Marx a une approche réaliste de la structure sociale, car selon lui, les membres de la classe ouvrière et de la classe bourgeoise ont conscience de leur place dans les rapports sociaux de production. Ce critère fait sens pour eux, ce qui en fait des classes réelles. Alors je reformule, l'opposition réalisme-nominalisme ou approche réaliste, approche nominaliste dans l'analyse de la stratification, enfin, de la structure sociale,
C'est pour simplifier, hein, c'est pas exactement ça, mais pour simplifier, c'est l'idée que chez Marx, c'est une approche réaliste des classes parce que les classes que fait le sociologue, elles ont du sens pour les gens qui en font partie. Ils le savent en fait, qu'ils font partie d'une classe. Parce que le critère fait sens pour eux, parce qu'il y a une conscience de classe, rappelez-vous. Ce qui fait qu'il y a une classe pour soi. C'est qu'il y a la conscience de classe. Weber lui dit non, on peut mettre des gens dans des groupes alors qu'ils n'ont pas forcément conscience de faire partie de ce groupe ou que le critère qu'on va mobiliser pour les ranger dans des groupes n'a pas beaucoup de pertinence aux yeux des individus que l'on étudie. Les individus ne se rendent pas forcément compte qu'ils font partie d'un certain groupe. Est-ce à dire que ça n'apporte rien à l'analyse de la société? Bah, probablement que non. Weber pense que si on met des gens dans des cases ou dans des groupes, même s'ils ne le savent pas, que ça a une pertinence, ça nous permettra quand même de décrire la structure sociale. Donc on parle de nominalisme parce que dans nominalisme, il y a l'idée de nommer. Voilà. Le sociologue, en fait, collerait des étiquettes sur les individus pour les mettre dans des groupes de manière tout à fait artificielle, alors que Marx, lui, se contenterait de décrire une réalité, voilà. Il n'y a rien à dire de plus que de décrire ce qui se passe, quoi. Il n'y a pas de construction intellectuelle derrière. Ok? Donc, c'est ça la différence entre nominalisme et réalisme, hein. C'est soit le critère mobilisé fait sens pour les individus, et alors c'est une approche réaliste, soit les critères que le sociologue choisit pour faire les groupes, bah, les individus s'en rendent pas compte, ça n'a pas de pertinence pour eux. Donc ça, c'est du nominalisme. Alors, pour Max Weber, ce qui est le plus pertinent pour rendre compte de la structure sociale, hein, je suis là, c'est de former des groupes en fonction de la plus ou moins grande détention par les individus de trois types de ressources. D'accord? Chez Marx, si vous voulez, on s'était intéressé que à la détention de, des moyens de production comme condition d'accès à la richesse et aux marchandises. Puisqu'on avait dit, les prolétaires, ils ne possèdent pas les moyens de production, ça c'est le critère pour faire les groupes. Et quand on observe les inégalités, bah, c'est aussi ceux qui sont les plus pauvres. Donc Weber, lui, il voit les choses un peu autrement. Il dit qu'on va faire des groupes directement en regardant comment sont répartis trois types de ressources. On va dire qu'il n'y a pas d'intermédiaire. On va directement regarder les ressources qui nous paraissent pertinentes, qui lui paraissent pertinentes à lui, et voir comment elles sont plus ou moins accaparées par des groupes d'individus. Et c'est ces groupes-là qui constitueront du coup la structure sociale la plus pertinente, donc pour Weber. Donc trois types de ressources valorisées. La différenciation entre les individus, c'est-à-dire ce qui fait que chacun est plus ou moins différent des autres, sera donc fondée sur trois dimensions, trois critères. Ces différences ne sont pas sans enjeu. Elles sont au fondement d'une hiérarchie entre les individus. À chaque type de ressource correspond une hiérarchie au sein de laquelle les individus ou groupes d'individus vont se positionner, les uns dominant les autres en fonction de la quantité de ressources détenues par chacun. Alors je reformule parce que c'est un petit peu, bon, comme on n'est pas encore dans l'explication, c'est un petit peu abstrait. L'idée de Weber, c'est de dire, voilà, si on veut décrire la société, il suffit de regarder qui possède quoi, et on fera des groupes en fonction de la quantité que possède chacun de la ressource valorisée que l'on observe. D'accord? Ceux qui possèdent beaucoup de la ressource, eh bien, ils feront partie du groupe de ceux qui en ont beaucoup, tout simplement. Un peu comme on a fait au début avec les déciles. Vous voyez, le dernier décile, bon, bah, c'est le groupe de ceux qui ont les 10% le plus, quoi. Donc, le groupe se définit par sa possession, en fait, plus ou moins grande de la ressource considérée. Et il y aura des groupes forcément moins bien dotés dans la ressource. Donc, ils auront pour point commun de justement être moins bien dotés de la ressource en question. Alors, ça ira mieux avec des exemples, une explication. Donc, on reprend ici. Donc, la première hiérarchie que Weber propose, alors lui, comme il y a une hiérarchie, hein, il parle d'ordre. L'ordre, ça veut dire que c'est une vision verticale. Il y a le haut et le bas, il y a les dominants, les dominés, ceux qu'on ont beaucoup, ceux qu'on ont moins. Voilà, l'ordre, il y a une vision hiérarchique verticale. Donc la première hiérarchie, Weber parle d'ordre, c'est l'ordre économique. Et cet ordre est fondé sur... euh, ah, j'ai oublié un morceau. Donc en gros, cet ordre économique, il est fondé sur l'accès plus ou moins grand aux biens, d'accord? Ou la probabilité d'accès plus ou moins grande des individus aux biens de consommation. Alors je crois que, en fait, ce petit bout de phrase est en trop. Je crois y avoir vérifié, mais c'est pas grave. Hop.
Donc au sein de cet ordre économique, vous voyez ce que je vais dire, c'est pas ce que je viens de dire. Au sein de cet ordre économique, les individus sont rangés, donc on fait bien des groupes, hein, on fait toujours des groupes. Ils sont rangés dans différentes classes sociales. Donc on retrouve la notion de classe parce qu'on est dans l'ordre économique, c'est-à-dire la sphère productive. Donc ils sont rangés dans différentes classes sociales en fonction de leur plus ou moins grand accès, ou alors plus ou moins grand ou probable accès aux biens de consommation. D'accord? Donc en gros, si vous avez de grandes chances de pouvoir acheter plein d'objets, plein de biens, ou que vous avez carrément directement accès à plein de biens, parce que vous êtes riche, eh bien, vous ferez partie d'un certain groupe au sein de l'ordre économique. Vous serez dans le haut de la hiérarchie, quoi, en haut de l'axe, parce que c'est vous qui avez le plus grand accès. À l'inverse, si vous avez peu accès aux, aux biens de consommation, ou que vos probabilités de pouvoir en consommer et en acheter sont faibles, ben vous serez plutôt en bas de l'axe. D'accord? Vous serez en bas de l'ordre économique. Alors, un exemple. Donc, un ouvrier peu qualifié a peu accès, peu de chances de pouvoir accéder. Vous voyez, Weber raisonne beaucoup en termes de probabilité, donc peu de chances. Donc, vous voyez, je mets un peu les deux pour être fidèle, ça surcharge un peu le texte, mais voilà. Soit il a peu accès aux biens, soit il a de peu de chances de pouvoir en acheter, de pouvoir y accéder. Donc, à des biens de consommation, en raison de ses faibles revenus et de l'absence de patrimoine. Voilà, l'ouvrier n'a pas de patrimoine, donc il n'a pas de revenu du patrimoine, donc c'est de l'argent encore en moins pour accéder aux biens de consommation. A l'inverse, un riche patron d'une entreprise a un accès plus grand ou a des probabilités plus grandes d'accéder à des biens de consommation grâce au profit qu'il perçoit. Donc voilà, il gagne de l'argent grâce aux bénéfices de son entreprise ou alors grâce aux éventuels revenus issus du patrimoine qu'il possède. Voilà, il possède des objets, il en tire des revenus, c'est les revenus du patrimoine. Tout ça mis bout à bout fait qu'il a de plus grandes chances d'accéder à des biens de consommation nombreux, quoi. Alors, remarque, donc Marx et Weber considèrent donc tous les deux que la sphère économique est importante pour distinguer les individus. Et ils parlent bien l'un et l'autre de classe sociale. Vous avez remarqué, hein, c'est pour ça qu'on peut comparer un peu leurs analyses. C'est parce qu'à un moment donné, ils parlent tous les deux de la même chose. Ils parlent de classe sociale. En revanche, ils ne les définissent pas de la même façon. Pour Marx, l'individu se classe chez les prolétaires ou chez les bourgeois, selon qu'il possède ou non les moyens de production. Ce qu'on a dit, c'est en gros, rappelez-vous, c'est la position dans les rapports sociaux. Et cette position, en fait, dépend enfin, conditionne le fait de posséder ou pas les moyens de production. C'est un peu la même chose. De plus, les deux principales classes sociales chez Marx sont nécessairement dotées d'une conscience de classe et sont donc nécessairement en conflit pour défendre leurs intérêts de classe. Chez Weber, les individus vont dans différentes classes sociales en fonction de l'accès ou de la probabilité d'accès plus ou moins grande aux biens de consommation. Ce n'est pas la même chose pour Marx, ce n'est pas la même chose que pour Marx, mais il y a un lien entre les deux visions. Être prolétaire, dans l'analyse de Marx, du coup, entre parenthèses, c'est avoir peu de revenus et donc un accès ou une probabilité d'accès plus faible aux biens. Et là, on retrouve Weber. Ou encore, à l'inverse, être propriétaire des moyens de production, là, on est chez Marx, bah, c'est aussi avoir un plus grand accès ou avoir de plus grandes probabilités d'accéder à une grande quantité de biens. Donc vous voyez, les deux approches ne nomment pas les mêmes choses exactement, mais elles se superposent d'une certaine façon. Elles ne sont pas sans rapport. Les classes sociales ont un lien entre les deux, parce qu'elles ont un rapport avec l'accès aux biens de consommation et à la richesse. Alors, autre différence importante, Weber ne considère pas que les membres d'une classe sociale ont nécessairement une conscience de classe, et qu'ils ont conscience de leurs intérêts, contrairement à l'approche de Marx. Donc ça, c'est un point de clivage entre Weber et Marx. C'est que pour Marx, les classes, elles ont conscience d'elles-mêmes, alors à part pour les paysans, pour les raisons qu'on a évoquées, mais sinon les autres classes ouvrières, prolétaires et bourgeoises, elles ont conscience d'elles-mêmes, elles ont conscience de leurs intérêts, elles vont nécessairement se mettre en mouvement pour les défendre. D'accord? Chez Weber, c'est pas automatique, on peut avoir des points communs, des mêmes probabilités d'accès aux biens, mais en même temps, pas forcément avoir une conscience de classe et tout d'un coup se mobiliser politiquement pour défendre ses intérêts. Donc il y a pas, ça c'est pas automatique chez Weber. Alors Weber ne considère pas non plus que les relations entre classes sociales sont nécessairement conflictuelles. En effet, pour qu'une dynamique conflictuelle se déclenche, comme chez Marx, il faut que plusieurs conditions soient réunies. Alors voilà, les voici ces conditions.
Donc il faut que des intérêts objectivement différents pour chaque classe. Les membres d'une classe doivent prendre conscience de ces intérêts. Les inégalités entre les différentes classes doivent être suffisamment fortes pour inciter ces membres à passer à l'action. Bon, alors voilà, tout ça c'est un peu du détail, mais je trouve que c'est bien qu'on parte de loin pour que vous ayez bien les choses avec précision. Et encore une fois, après, ce sera à vous de reformuler, de synthétiser, de prendre ce qui vous parle le plus en vue des questions qu'on peut vous poser. D'accord? Sachant que, bon, voilà, on peut faire plus, mais on peut pas, on peut difficilement faire moins quand même. Alors ça paraît gros, ce qu'il y a décrit, parce que c'est rédigé, hein, j'ai tout rédigé. Donc voilà, j'espère que vous serez quand même satisfait. Donc on passe au deuxième ordre. On a dit qu'il y avait trois dimensions dans la structure sociale chez Weber. Donc le second ordre au sein duquel Weber va classer les individus, encore une fois il fait quand même des groupes, hein, c'est l'ordre social. Donc là il ne s'agit plus de classer les gens selon leur accès ou leur accès potentiel à des biens matériels, à des biens de consommation. Dans cette hiérarchie, le critère de différenciation, c'est-à-dire ce qui va différencier les individus les uns par rapport aux autres et permettre de faire des groupes, alors je me répète parce que je vais être sûr qu'il n'y ait pas d'erreur, ce critère c'est le prestige social, l'accès plus ou moins grand au prestige social. Dans la société, il existe des groupes d'individus qui se caractérisent par des niveaux de prestige social différents. Weber les appelle les groupes de statut. Voilà, il y a des groupes de statut, des groupes d'individus qui ont plus ou moins de prestige associé à leur position. Ces différents groupes de statut jouissent d'un niveau de prestige variable en fonction de différents facteurs. Donc, en gros, il y a plusieurs causes qui sont susceptibles d'influencer le prestige social dont va jouir un individu. Alors, quelques exemples de causes. Alors, l'origine sociale directement. Voilà, être issu dès la naissance de l'aristocratie, ça aide à avoir un prestige social. La profession, alors le métier que vous avez, si vous êtes juge, médecin ou pompier, voilà, un métier où on sauve des gens, bah, c'est des métiers où vous allez probablement avoir plus de prestige, parce que vous faites partie d'un groupe dont la profession est source de prestige. Le niveau d'études, être titulaire d'un doctorat, être agrégé, c'est aussi une source éventuellement de prestige social. Alors, les membres de ces groupes-là sont favorablement considérés par la société en vertu de ce type de critères. Au contraire, il y a certains groupes qui sont négativement dotés en prestige. Ça veut dire qu'ils sont mal vus. Comme par exemple les personnes SDF, hein, les chômeurs, les drogués, les migrants. Et malheureusement, hein, dans notre société, les migrants sont très mal vus dans pas mal de couches de la société. Donc ça, c'est le fait d'appartenir à ces groupes font que vous allez vous voir assigner un statut dévalorisant, un prestige négatif, une stigmatisation de la part de la société. Bon, c'est quelque chose qui existe. Donc Weber dit que voilà, c'est pas parce qu'il n'y a pas que l'argent dans la vie et la sphère productive. C'est intéressant aussi de parler de ça, de prestige associé aux différents groupes. Donc pour Weber, les groupes de statut se caractérisent pour les plus dominants par un fort sentiment d'appartenance. On ne parle pas ici de conscience de classe, mais de sentiment d'appartenance, car le terme de classe sociale est réservé à l'ordre économique. Les groupes de statut sont en lutte pour accéder et accroître le prestige social dont ils jouissent. D'accord? En gros, les groupes de statut qui sont en haut, bon, bah, ils se bagarrent plus ou moins pour essayer d'avoir du prestige. Voilà. Alors, je fais une parenthèse au passage. Les groupes de statut, ça marche bien par exemple aussi dans le milieu culturel. C'est-à-dire, voilà, musicalement par exemple, bon, bah, il y a une lutte symbolique hein, pour qui est-ce qui aura la musique la plus prestigieuse, celle qui mérite qu'on s'y intéresse. Bon, en France, par exemple, vous avez une guerre entre la musique classique, le rock, la musique électronique, le rap. Bon. Et donc, bon, bah, vous voyez qu'il y a certaines musiques qui appartenaient à un registre négatif, hein, en bas, dans le groupe de statut du prestige. C'est par exemple le rap. Le rap, mais alors le rap français, quoi qui appartenaient plutôt à des groupes voilà, mal vus dans la société. Le rap de Marseille, des trucs comme ça, c'est mal vu. Mais ces groupes-là, à force de faire valoir leur culture, de faire valoir leur code, arrivent à imposer, même aux dominants, si vous voulez, de l'ordre social, à imposer leur code, jusqu'à ce que même les dominants finissent par rentrer dans le jeu et à se revendiquer un peu de cette culture populaire.
Vous avez que ça, et ça par exemple avec PNL. PNL, à la base, c'est du rap, ça a été critiqué, mais en fait, comme ils ont un énorme succès, bah, même chez les gens qui se revendiquent d'un goût raffiné, bah, les gens commencent à trouver que PNL, finalement, c'est pas mal. D'accord? Alors Jul, bon, Jul, c'est un peu pareil, un peu moins, mais bon, comme c'est lui qui vend le plus de disques, à un moment donné, il va bien falloir qu'il soit reconnu par les groupes de statut comme étant bah, une musique à succès qui plaît aux gens, quoi. Donc voilà. Donc il y a bien une lutte comme ça permanente pour le prestige dans tous les domaines. Alors je referme la parenthèse. Euh, alors je sais plus où j'en étais. Oui voilà, donc accroître le prestige social, ils sont en lutte. Nanana. Donc cela passe par des stratégies très subtiles de distinction, montrer que l'on a des goûts plus raffinés que son voisin. D'accord? Que ce soit en matière culturelle ou de mode de vie en général. À chaque groupe de statut correspond un certain style de vie, que chaque groupe de statut cherche à faire valoir aux autres comme étant le plus prestigieux. Donc vous voyez, on retrouve la notion de style de vie et de lutte symbolique. En fait, ça fait référence un peu à Bourdieu, hein, qu'on a vu plus haut. Bourdieu s'est inspiré de l'analyse de Weber et de Marx pour construire son diagramme de l'espace social. Rappelez-vous, avec la structure du capital, le volume global de capital, capital culturel, tout ça. Donc clairement, Bourdieu comment dire, a fait une synthèse, d'une certaine façon, entre l'analyse de Marx et celle de Weber. C'est pour ça que ce que je dis là doit résonner un peu dans votre tête. Enfin, troisième et dernier ordre, très rapide, c'est l'ordre politique. D'accord? Dans cette hiérarchie, les individus se différencient en fonction de leur accès plus ou moins important au potentiel, au pouvoir politique et au contrôle de l'État. Les différents groupes en concurrence sont appelés partis politiques. Ces groupes, à l'instar des groupes de statut, à l'instar ça veut dire tout comme les groupes de statut, ça ne veut pas dire à l'inverse, ne vous trompez pas. À l'instar ça veut dire c'est tout comme. Donc ces groupes, à l'instar des groupes de statut, sont des groupes très conscients d'eux-mêmes. Ils ont conscience de leurs intérêts propres et s'organisent collectivement pour conquérir le pouvoir politique. Alors là, vous avez un petit schéma qui reprend les trois axes, les trois ordres sur lesquels se répartissent les groupes en fonction de leur plus ou moins grande détention de de la ressource que l'on considère. Ici, c'est accès potentiel ou réel aux biens de consommation. Ici, c'est l'accès ou la détention d'un certain prestige social. Et ici, c'est l'accès au pouvoir politique. Alors, une remarque, et on aura terminé. Donc, les groupes de statut peuvent parfois se recouper avec les classes sociales. Donc ça, c'est intéressant, hein, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'on prend trois axes différents chez Weber qu'il n'y a pas, il y a pas une cohérence des ordres les uns par rapport aux autres. D'accord? Donc les groupes de statut peuvent parfois se recouper avec les classes sociales. Certaines professions donnent un large accès aux biens, car elles sont bien payées, et suscitent en même temps un prestige social élevé. Alors, lié à l'argent, point d'interrogation, parfois on peut se demander si le prestige social ne découle pas exclusivement du fait de gagner beaucoup d'argent. D'accord? Ça expliquerait pourquoi il y a certains métiers, bien que peu épanouissants ou intéressants pour la société, sont bien considérés juste parce que bah, c'est très bien payé. Je vous renvoie à tout ce qui concerne les traders, hein, la publicité, les trucs comme ça, qui ne sont pas... alors là, c'est un peu normatif, je sors de ma neutralité axiologique, mais qui n'apportent pas grand-chose, si vous voulez, à la société, et qui sont très très bien payés, et qui du coup jouissent d'un bon prestige. A l'inverse, les infirmières, bon, bah, elles apportent autrement plus de choses à la société, et pourtant elles sont très mal payées, et d'ailleurs, elles ne sont pas très respectées pour ça. Donc vous voyez bien qu'il y aurait bien une corrélation entre le prestige et le niveau de rémunération. Donc, je ferme la parenthèse normative. Alors je reprends ici. Chez Marx, ces trois dimensions sont réunies. Un prolétaire a un accès réduit aux biens, dispose de peu de prestige et ne dispose que peu de pouvoir politique. Alors qu'un bourgeois capitaliste dispose de ressources économiques importantes qui lui assurent un large accès aux biens, ainsi qu'un important prestige social et très souvent un rayonnement politique important. Effectivement, hein, si vous êtes très riche, bah, vous êtes susceptible d'influencer la politique en finançant des campagnes, par exemple. Hein. C'est le cas d'Emmanuel Macron, qui a été largement financé par tout un tas de riches personnes pour l'aider à réussir sa campagne présidentielle. On parle de congruence de statut pour désigner justement cette idée que on peut être en haut dans les trois ordres, qu'il y a une cohérence à être en haut dans les trois ordres, économique, sociaux, ordre social et ordre politique.
Par exemple, si l'on regarde l'origine sociale des membres de l'Assemblée nationale, qui sont donc au top dans l'ordre politique, bah, ce sont souvent ce qu'on appelle des notables, c'est-à-dire des personnes qui sont des médecins, entrepreneurs, patrons, comme on dit, des hommes blancs riches, voilà, de 50 ans. Et donc, bon, bah, s'ils sont en haut dans l'échelle de l'ordre politique, c'est aussi parce qu'ils sont en haut dans les autres, quoi. Parce qu'ils sont en haut dans l'ordre social et dans l'ordre économique. Mais c'est pas toujours le cas, d'accord? Il peut y avoir congruence des statuts, c'est-à-dire qu'il y a une cohérence entre les trois, mais pas toujours. Donc chez Weber, ces trois dimensions peuvent se recouper, mais pas forcément. Il peut y avoir non-congruence des statuts, c'est-à-dire que la place dans un des ordres sociaux ne détermine pas forcément la place dans les deux autres échelles. Exemple, un aristocrate, quelqu'un qui est membre de la noblesse de par sa naissance, qui a un nom, peut être ruiné suite à une crise économique et perdre sa place dans l'ordre économique. Mais il n'en reste pas moins un noble qui est dominant dans l'ordre social. C'est un monsieur qui a un nom très long, hein, mais qui a plus d'argent. Donc il est dominant dans l'ordre social, mais il est dominé dans l'ordre économique désormais. Autre exemple, un individu peut appartenir à la classe moyenne et avoir un statut particulièrement prestigieux. Comme par exemple les instituteurs, comme on les appelait à l'époque, hein, ce n'étaient pas les professeurs des écoles, on disait instituteurs, dans les villages d'autrefois, donc ça va du 19e siècle jusqu'aux années 1960, il y avait, donc c'était des personnes qui avaient un niveau de vie moyen, pas extrêmement bien payé, mais jouissaient d'un grand prestige social dans la région, dans le village, en raison de leur fonction. Voilà, c'était l'instituteur du village, chargé d'instruire les jeunes générations. C'était quelqu'un qui était éduqué, qui avait une culture, et donc il était pris très au sérieux par la population pour cette raison-là, sans même être très bien payé pour autant. Donc il jouait bien souvent un rôle de leader d'opinion auprès du village, ça veut dire qu'on l'écoute, on écoute ce qu'il dit, hein, sa parole compte beaucoup parce que c'est quelqu'un qui est important. Donc il joue un rôle de leader d'opinion auprès du village et pouvait exercer des responsabilités politiques comme maire ou conseiller municipal. Encore un autre exemple, on peut avoir un immense prestige et ne pas être riche du tout, comme par exemple l'abbé Pierre. Voilà, feu l'abbé Pierre, il n'était pas riche du tout l'abbé Pierre, pourtant il était extrêmement bien vu parce que bah, c'était quelqu'un qui avait des valeurs de partage, d'aide aux plus démunis. Voilà. Donc, vous avez l'appel de l'abbé Pierre, d'ailleurs qu'on ressort un peu en ce moment, qui voilà, témoigne d'une très grande capacité pour ce personnage à influencer, par exemple, la sphère politique. L'abbé Pierre disait quelque chose, donc les politiques devaient tenir compte de ce qu'il avait dit parce qu'ils savaient que l'abbé Pierre était écouté par tout le monde. Donc il peut être en haut dans l'échelle sociale, dans l'ordre social, mais être en bas dans l'échelle économique, dans l'ordre économique, et quelque part à une position avantageuse dans l'ordre politique aussi, de manière indirecte. Même chose avec Coluche, il n'était pas spécialement riche, mais comme il était très apprécié, parce qu'avec son humour, les gens l'aimaient bien, et donc bah, quand Coluche disait quelque chose, ça avait de l'impact. Donc il était en haut dans l'échelle sociale, et dans l'ordre politique, eh bien, il était aussi un peu influent. D'ailleurs, il était question qu'il se présente aux élections présidentielles dans les années 80, mais ça n'a pas eu lieu puisque malheureusement il a été tué par un camion et un accident de moto. Donc voilà, donc, pauvre Coluche. Donc, mais comme quoi on peut être en haut dans certains ordres et en bas dans certains autres. C'est ce qu'on appelle la non-congruence des statuts. Et pour finir, voilà, ce tableau que je ne lis pas, vous mettrez pause à la vidéo pour le recopier. C'est un tableau qui fait une synthèse des points communs et des différences entre les approches de Marx et de Weber de la structure sociale. Voilà, je m'arrête là. Alors, il nous reste encore approximativement 3 vidéos, je pense, ça dépend de si j'en fais des courtes ou des plus grosses, pour parler de la remise en cause de la notion de classe sociale en France, voilà, qui est un sujet tout à fait classique qu'il va nous falloir voir. Donc ça devrait aller un tout petit peu plus vite puisqu'on a vu les théories traditionnelles de la structure sociale. Mais donc il faut savoir qu'il vous reste encore au moins 3 vidéos au moins à faire, quoi. Voilà, donc bon courage et à bientôt.